Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de L'ivresse livresque, la chronique littéraire de la scène littéraire en partenariat avec Slammer.ch dans le cadre de la présélection du prix Les Afriques 2020. Aujourd'hui, on continue avec une chronique du roman Zébu Boy de l'écrivaine française d'origine malgache Aurélie Champagne, paru en 2019 aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Cette chronique a été écrite par le poète et écrivain Dongombai. Tel son nom, Aurélie Champagne fait éclater les bulles d'une écriture fascinante, aux descriptions très réalistes et foisonnantes, colorées comme la terre de Madagascar. Elle donne un rythme fou à son récit, entre variations d'ambiance et de style. Ce que lit le lecteur est-il un roman initiatique, un roman historique, l'écriture d'un drame psychologique, ancré sur l'émotion? Ce qu'il faut retenir de prime abord, c'est que le personnage de Zébu Boy n'attire nullement notre sympathie, même s'il est ballotté par les vagues successives et submersives d'histoires qui le dépassent. Il n'en demeure pas moins un personnage cynique et opportuniste, obnubilé par l'idée de s'enrichir coûte que coûte. Est-ce le déroulement fatidique de son destin qui le fera trouver grâce à nos yeux, lui l'homme des coups tordus et de la morale bancale? Aurélie Champagne, à sa façon, sans trop s'apesantir sur la véracité des faits, pour écrire un livre historique, nous brosse des personnages denses, résolus, avec plein de mordants et de détermination. Elle nous raconte l'histoire d'un combattant et d'un survivant, dont la question essentielle et fondamentale est comment continuer à survivre à nos morts même quand on se croit immortel. Zébu Boy est l'histoire d'un Bila, en réalité, caporal Razafrim Drakoto Laembello du 42e bataillon, matricule 9419, qui s'est battu en France sur plusieurs fronts, dont la Meuse, dans les Ardennes, la Haute-Marne et les Vosges durant la Deuxième Guerre mondiale. Revenu sans un sou, sans reconnaissance, un sergent ira même jusqu'à lui reprendre ses godillots qu'il chérissait tant tel un trésor. Dès lors, seul l'argent importe et compte parce qu'il a un seul objectif, racheter le cheptel de son défunt père et faire fortune. Mais hélas, malgré lui, il va se retrouver entraîné dans l'insurrection qui gronde et qui déjà va commencer à charrier son lot de malheurs. Du coup, un Bila va être de nouveau emporté dans des combats et happé par la guerre. Alors, dans ce Madagascar de mars 1947, les soldats revenus sans honneur, le peuple bafoué, les habitants autochtones excédés, spoliés de leur dignité, de leurs biens et de leur chère patrie vont tous se soulever. Pour gagner leur guerre, leur insurrection, leur révolte et pourquoi pas leur révolution, ils vont utiliser toutes les ressources et armes à leur disposition, y compris les pouvoirs mystiques comme les amulettes dont les blancs ont une peur bleue. Les Allemands ont fait un cercle autour de nous. Ils pensaient que le noir, l'Africain, si on le tire, il se relève, c'est-à-dire qu'on était immortel, quoi. Avec les fameux Wadi Lamoka, fabriqués par Léon Biasi, les guérisseurs au pouvoir infini et dangereux. En vérité, la seule dignité qui reste à Mbila, c'est son florissant passé d'adolescent pour ses exploits dans l'art de la tauromachie à la malgache, la savika, et qui lui a valu le surnom glorieux de Zébu Boy dont son père était si fier. Car démobilisé et retourné sur sa terre natale, Mbila n'était plus rien, ni personne, parce que pauvre et harassé. À leur retour, les soldats de la très grande France avaient retrouvé l'indigénat, le travail forcé, ces éreintantes réquisitions de 30 jours au cours desquelles, à nouveau, ils seraient dans la boue. Ainsi, ces réquisitions ajoutaient-elles à leurs conditions de prisonniers un statut de banni pour l'éternité. En faisant de ces anciens soldats des personnes aigries, des sous-hommes, la France préparait le lit d'une insoumission, d'une rébellion, d'une quête certaine de liberté chez des personnes frustrées, qui de plus ont connu la guerre loin de chez eux, qui ont souffert dans leur chair et leurs relations, et qui de ce fait n'avaient plus rien à perdre. Et comme pour agir tous les héros des faits, qui ont perdu leurs illusions et leurs rêves, un Bila mobilise toutes ses énergies, tous ses efforts, toute son intelligence pour s'enrichir et redevenir quelqu'un comme Zébu Boy qui est un héros positif mais une ombre du passé. Mais le destin va changer ses dessins. De guerriers sans patrie, sans même ses précieuses godasses, sans uniforme, sans morale ni éthique, sans foi ni loi, il se laisse facilement emporter par la spirale de la violence et des combats pour sa dignité, où son passé va le rattraper, notamment à travers la figure charismatique du combattant guinéen, feu son ami et frère d'armes Amadou Bahadi, qui lui venait des Ardennes, de la Meuse, la Haute-Marne, il en avait vu plus que nous, et qui mourra pour la très grande France. Et pourtant sa mort n'empêchera pas un Bila de les dépouiller de ses dents en or, d'où la trahison de sa mémoire qui démontre encore la vénalité et la duplicité du personnage charognard que peut être un Bila. Il en sera ainsi quand il fera les poches à un cadavre avant de le délester d'un parfum flèche de Lancôme. Finalement, quelles sont les vraies motivations pour faire la guerre? Le cas de l'instituteur guerrier résistant nous en apprend un peu. Il est là pour mener en vérité sa vengeance personnelle parce qu'un Vasa,
Un blond a osé lui prendre sa femme en la mettant enceinte. Pourtant, un Bila est non seulement un homme de valeur, lui l'immense Zébu-Boy qui avait assez prouvé sa valeur dans l'arène, mais il connaissait aussi son effet, son charme dévastateur sur les femmes, même s'il se sentait alors comme une coquille vide devant elles. Ce qui ne l'empêchait pas d'incarner le guerrier invaincu dont le seul sourire vrillait les femmes, le légendaire Zébu-Boy d'un Bila qui avait couché tant de cornes à ses pieds. Ce qui donne aussi au récit la dimension d'un voyage dans les souvenirs et la mémoire. Son père mort, la mémoire de sa mère évoluait désormais dans un monde fini. Il n'y aurait plus jamais de nouveaux souvenirs. Fin du voyage. Ce texte est un roman pluriel dont l'écriture oscille entre la guerre, le huis clos routier, digne des plus grands road movies ou road trip américains, l'hiver glacial français et la moiteur caniculaire de Madagascar, le roman policier, le drame psychologique, autant de pays, autant d'atmosphères. Et ce roman raconte, au-delà de l'histoire d'une île, l'histoire d'un homme-île, d'un personnage qui lui seul est une insularité, qui se juxtapose à l'infrahistoire de la grande histoire de la colonisation. Devenu opportuniste à force d'être malmené par la vie, un Bila sait que ce sont ses défauts qui sont ses qualités pour survivre, et que pour rejoindre sa région natale dans le sud-est de l'île, il va passer par des initiations et des épreuves pour encore plus et mieux en apprendre sur son peuple, ne serait-ce qu'à travers l'ethnicité, érigée presque en cousinage ou parenté, à plaisanterie. C'est quand même marrant ça. Aucun de vous n'y coupe. Les Mérinas qui quittent leur foutue ville sont toujours malades, dit-on à celui qui est atteint de diarrhée chronique. Puis au peuple de la côte, on assène. Les côtiers sont toujours pleins de croyances. Il n'y a d'ailleurs que vous pour penser des âneries pareilles et oser les dire à haute voix. Cependant, la forêt comme dernière frontière protectrice, une métaphore grandeur nature parce que le lieu de la végétation et de la pharmacopée, du maquis et des échappées, en somme d'une renaissance permanente de la faune et de la flore, mais aussi le symbole qui renvoie au nègre-marron et au marronnage aux Antilles, est l'un des éléments majeurs de la survie, de la terre-mère, cette fameuse vitale et ombilicale Pachamama des peuples d'Amérique latine. Azo, Afo, Jazo, les trois protecteurs sacrés de la terre depuis la nuit des temps. La forêt, le feu, la fièvre, les blancs ne peuvent rien contre ça. Finalement, à l'image d'un Jocelyn fidèle dont on dit qu'un beau chien peut être un ancêtre qui a changé de peau, un Bila dit de lui-même « Je suis devin guérisseur, je l'ai toujours été ». Leur destin, indubitablement lié, ne conduirait-il pas à une réincarnation métampsychotique? Dans la perspective de sa vieillesse, le devenir et le combat unique d'un Bila ne serait-il pas tout simplement la consécration d'une vie dans la peau d'un zébu, et pas n'importe lequel, le zébu qui n'est pas semblable aux autres grands zébus? Même si sa mère l'attend dans une autre forme, ah, te voilà, mon singe, tu retrouves le sentier. Un très prometteur premier roman.